Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième causerie du REFAD dans une série de 4 causeries euh, qui s'insèrent dans le cadre d'une étude que le REFAD a commandée sur des nouveaux modèles d'affaires émergents en éducation, dans une perspective d'actualisation et tout ça. Mon nom est Jacques Coul, je suis à Montréal, consultant en éducation. Heureux de vous accueillir. C'est moi qui vais animer le, le webinaire aujourd'hui, mais c'est pas moi qui va poser les questions parce que nous avons toute une série, tout un panel fort, relevé et intéressant qui se joint à nous aujourd'hui pour traiter d'un sujet qu'on entend de plus en plus parler et des manifestations concrètes, celui de la certification et de la reconnaissance avec différents moyens numériques en appui, lorsqu'on parle notamment de badges numériques. Donc, aujourd'hui, vous allez entendre des verbes reconnaître, motiver, donner de la valeur, attester, certifier. Donc, c'est dans ces perspectives-là que nos invités et nos 2 experts vont pouvoir traiter de la question. Moi, dans un instant, je vais céder la parole à nos 2 experts, mais avant de faire ça, je vais d'abord arrêter le partage pour qu'on se voit tous. Je veux saluer Robert Grégoire, directeur général du REFAD. Aujourd'hui, bonjour Robert. Bonjour Jacques, ça me fait plaisir de voir tout le monde aujourd'hui. Et Robert va jouer le rôle de modérateur du clavardage qu'on vous invite à utiliser pour vos observations, vos questions, parce qu'il y aura un moment plus tard où on va pouvoir relayer ces questions-là. Et Robert va également vous refiler des liens utiles. Utiles notamment par économie de temps, les biographies de nos 5 personnes, notre panel de 5 personnes que vous pourrez lire et donc suivez de près les hyperliens que Robert vous partage ici aujourd'hui. Donc, la discussion sur la certification et la reconnaissance va se faire accompagnée de nos 2 experts en résidence. Là-dessus, je salue Daniel Barry. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel est à Montréal et en direct d'Ottawa, Olivier Alfieri. Bonjour Olivier. Tout le monde. Bonjour. Bonjour Jacques, bonjour Robert, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, dans un instant, je vais leur céder la parole, qui vont s'entretenir avec nos 2 invités qui ont une expertise établie dans le domaine de certification et de micro-certification et de reconnaissance. D'abord, Geoffroy Garon-Épaule. Bonjour, Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Et Maxime Pelchat de CAP 21. Bonjour, Maxime. Bonjour Jacques, très content d'être avec vous autres ce midi. Excellent. Donc, le déroulement, mais il y a aussi un autre invité qui s'est joint à nous, qui est avec nous, Dr. Robert Luke de eCampus Ontario. Bonjour, Robert. Bonjour. Et on remercie Robert qui nous a préparé une petite vidéo. Et moi, je pense que c'est notre teaser ou notre agent de provocation, c'est-à-dire ce qui va un peu réchauffer la salle par rapport à la thématique qu'on explore aujourd'hui. Dans un instant, Robert va vous partager le lien et moi, je vais partager mon écran pour faire jouer une petite vidéo d'à peu près 2 minutes où Robert nous expose les enjeux de la micro-certification et nous aurons l'occasion de l'entendre dans sa narration avec une transcription en langue française. Robert, on apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de nous faire part de tes réflexions et je crois que ça va bien nourrir ou bien présenter, permettre à nos invités de plonger dans le sujet. Donc, justement, ça sera suivi par des réflexions initiales de Daniel et Olivier qui vont ensuite, à tour de rôle, poser des questions à nos 2 invités, Geoffroy et Maxime. Après cela, je vais me tourner vers Robert Grégoire qui va surveiller de près le chat que vous allez sûrement nourrir d'observations et de questions. N'hésitez pas, que ce soit une question générale ou particulière à une des personnes ici, pour prendre un moment pour vous entendre et relayer. Et ensuite, on fera un tour de table en guise de conclusion. C'est à peu près ça qu'une heure dans Zoom nous permet de faire pour essayer de garder
le focus sur un sujet assez complexe et assez intéressant. Merci. Et je serai là aussi pour un partage d'écran pour quelques éléments visuels qui viendront appuyer la discussion en cours. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord faire jouer la petite vidéo que Robert Luke nous a préparée. Et ensuite, je me tournerai vers nos deux experts pour débuter la conversation. Je vous souhaite un bon webinaire tout le monde. Donc, que voulez-vous? Je suis un boomer, donc ça ne va pas vite comme on veut ici. Partager l'audio, oui, on est bon. Donc, ici, vous voyez affiché en partage un billet de blog que Robert nous a préparé avec la transcription en français aussi de son texte qu'on va pouvoir entendre dans un instant. Donc, sans plus tarder, je vais vous la faire jouer et ceux qui se souviennent de Napster au niveau de la musique vont sûrement reconnaître et puis c'est une métaphore que je vous invite à découvrir sans plus tarder. Offer important ways to give educational options to people, those that are reskilling or upskilling or learning about a new topic of interest. Microcredentials are disrupting traditional forms of education, but microcredentials are not new. What is new is how microcredentials are part of a wider cultural movement toward more granular forms of disaggregation as applied to learning. In the early days of the Internet, Napster emerged as a pirating website that incentivized a more atomic model of music consumption. Where you previously had to buy an album if you liked a song on it, post-Napster you could access individual songs. This disrupted the music industry significantly as it called into question many aspects of control over who has the right to say how music is consumed. Music was collected and released on albums, though the 45-inch single is perhaps the micro-credential version of traditional music. Regardless, initial monetization of this model by the music industry included digital rights management, which failed. Then came iTunes and the ability to buy a song for 99 cents, followed by other streaming services, Rdio, Pandora, Spotify, and others. The disaggregation of the macro music monopoly was complete. The future of music was micro. Fast forward to now, and most music is streamed. The middle mediating ground here is the mixtape. Music lovers would take songs from various albums and curate these into personalized collections. Napster built on the curatorial context of the mixtape and presaged streaming, which is a mixtape at scale, enabled by digital technology. Microcredentials, as part of a history of education, help people demonstrate their learning history, but more importantly, refer to the skills and competencies they have acquired. Microcredentials can be bundled into larger curated credential or competency demonstrations. In this case, a learner's digital credential wallet or passport is like a mixtape. The validation of their skills is this mixtape being played and heard. Microcredentials are to traditional forms of education what streaming is to music now. This is change and it is disruption, but it is centered on the learner. This moment of microcredentials means it is time to make space for new forms of learning that are agile and flexible. Donc, voilà, merci beaucoup, Robert. Et puis, je me permets d'aller rapidement vers nos... Ici. OK. Donc, c'est sur cette... Voilà, c'est sur ce message et cette métaphore fort intéressante que s'ouvre justement la discussion sur la certification. On va entendre des termes, on va entendre certification, reconnaissance, valorisation, accréditation, et je pense qu'il est important d'un peu démêler tout ceci pour voir justement les enjeux et les possibilités pour les institutions et les organisations. Donc, encore une fois, Robert, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ceci.
Donc, ceci étant dit, je vais maintenant me tourner vers mes deux collègues experts en résidence, Daniel et Olivier, qui voudront bien justement donner leur réflexion d'ouverture sur le sujet. Messieurs, la parole est à vous. Merci beaucoup. Olivier, je te laisse commencer. La dernière fois, j'ai pris le micro au tout début, donc je te laisse commencer cette fois-ci. Olivier. Grand plaisir, grand prince. Un grand merci Daniel et bonjour tout le monde. Alors, merci Jacques pour l'introduction, puis un grand merci aussi encore à Robert. Alors, pour mon point, l'introduction à laquelle j'avais songé en prévision de cet atelier, c'est que pour avoir travaillé, puis je suis étudiant en doctorat aussi avec les microcrédits, les micro-certifications, les badges, et il y avait beaucoup de termes, et puis je commençais à m'intéresser à ça, puis je me rendais compte que finalement, il y avait une phrase qui revenait au départ, c'était « rendre visible l'invisible ». Donc, je m'étais dit, tiens, au départ, on part d'une volonté de valoriser des actions qui sont faites par des étudiants qui ne sont pas nécessairement réalisées dans un contexte de formation structuré et structurant et qu'on voulait valoriser pour définir l'auto-apprentissage, avoir l'esprit de croissance. Et puis, d'un autre côté, on remarque que finalement, la proposition de formation structurante commence aussi à se granulariser, on veut avoir de la souplesse, on veut arriver dans les Deezer, Shopify, créer moi-même ma propre playlist, comme nous le disait Robert. Et quelque part, il y a des questionnements où je me demandais, tiens, d'une part, est-ce que c'est une nouvelle forme économique de formation granularisée, où je vais composer mon diplôme finalement selon mes besoins, et donc il n'y a plus nécessairement de département, je prends un cours à gauche, un cours à droite, et je recrée mon propre diplôme. Et puis de l'autre côté, il y avait cette idée de j'ai participé à une conférence, j'ai lu un article de blog, j'ai parlé avec quelqu'un qui était intéressant, puis ça, j'ai envie de le valoriser. Ce n'est pas nécessairement une instruction, une institution scolaire qui l'a proposé. Et donc, aujourd'hui, dans cette causerie qu'on aura, il pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'on conjugue, d'une part, cette souplesse, cette flexibilité dans la formation auxquelles sont occupées à s'adapter les institutions de formation, et d'autre part, comment est-ce qu'on valorise l'esprit de croissance, l'action spontanée d'apprentissage d'un étudiant ou d'un professionnel au sein de son entreprise, sans pour autant qu'elle ait été inscrite dans un parcours de formation. Et quelque part, à travers ça, peut-être on pourrait essayer de délimiter un petit peu les contours entre tous ces termes qu'on attend, microcrédit, microcompétences, compétences numériques, microcompétences numériques, certification, et où est-ce qu'on se retrouve par rapport à ce côté formel et informel. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait être intéressant à creuser avec nos invités. Donc, ce serait ma pensée du jour. À toi, Daniel. Merci, Olivier. Pour ma part, j'ai 4 remarques. La première aussi, ce sera peut-être un thème important, là, va être au niveau de la clarification des concepts. Mais au-delà de tous les mots auxquels à la fois Robert et Olivier ont référé, je rajouterais deux distinctions assez importantes. On peut utiliser micro-attestation, micro-crédit, etc., associé à des activités de formation, du micro-learning. On atteste un sous-diplôme ou en dessous de toutes les certifications. Mais on peut aussi utiliser l'expression pour l'attestation pour reconnaître des acquis en soi, non associés à une prestation d'enseignement, aussi courte soit-elle. Donc, on atteste associé à une activité de formation, un micro-cours, un nanodiplôme, mais on peut aussi attester des acquis développés de toutes sortes de manières. Et là, on est un peu plus dans l'origine des badges numériques, de pouvoir attester ce que les gens ont appris sans nécessairement être associé l'attestation à des activités de formation. Deuxième remarque, reconnaître quoi? Le spectre des acquis est immense, des acquis techniques, des compétences génériques, de l'expérientiel, etc. On le voit aussi beaucoup avec les badges. Il y a des badges de participation, il y a des badges d'attestation d'acquis. Donc, que voulons-nous reconnaître? Le point de vue de l'ICA est de reconnaître tout ce qui peut exister dans la tradition de l'éducation des adultes, toutes les compétences, les acquis, les expériences qui peuvent faire en sorte que les gens développent une expertise, qu'elle ne soit pas scolaire. Si elle n'est pas scolaire, l'attestation est plus difficile. Donc, il y a une deuxième question, remarque importante pour nous aussi là, dans la réflexion de l'Institut, c'est reconnaître quoi? L'autre qui est le diable dans les détails, reconnaître comment, par quel mécanisme attestons-nous des acquis d'une personne. Les formats scolaires avec examen, c'est des outils validés, mais la reconnaissance par les pairs, un collègue qui atteste la compétence d'une autre personne, l'auto
reconnaissance des acquis aussi. L'ICA travaille beaucoup sur ce type de mécanisme, qu'une personne peut se reconnaître elle-même des acquis et s'émettre des badges. Comment dans cette grande économie, écosystème des manières de reconnaître, comment attestons-nous des acquis? Et la dernière, c'est d'ouvrir le jeu largement. C'est une prémisse de base de l'éducation des adultes qu'on peut apprendre beaucoup de choses, toutes sortes de choses, dans toutes sortes de lieux. Donc, il y a un véritable écosystème qui se construit. Et comment situons-nous les acquis, les attestations, les microcrédits, etc., dans le parcours d'une personne? Pas juste les enligner un à côté de l'autre, mais quelle logique, quelle construction une personne peut faire de tous ces acquis reconnus, tous ces badges accumulés, tous ces micro-attestations. Et de l'autre côté, est-ce que d'une certaine manière, si on entre sur ce terrain-là, on aboutit nécessairement à un référentiel national de qualification, les National Qualification Framework, qu'on n'a pas au Québec et au Canada, mais que plusieurs pays ont, et ce qui est inévitablement, si on veut créer du systémique avec le cumul des attestations, on atterrit nécessairement avec un système national ou non. Pouvons-nous rester agiles, décentralisés, éclatés? Donc, quelques réflexions qui sont enracinées dans des travaux que l'Institut font. Donc, moi et Olivier, on a le beau côté, on lance des idées, des réflexions, on pose des questions, mais ce n'est pas nous qui y répondons. Donc, on a Geoffroy et Maxime à qui nous poserons des questions. Je vais commencer le bal avec Geoffroy. Très heureux de te retrouver, Geoffroy. Ça fait un petit moment que nos chemins ne se sont pas croisés. Salut. Dans cet univers un peu compliqué de différents mots, etc., comment toi, tu fais une distinction entre certification et reconnaissance? Reconnaissance est un mot qui peut être très, très large. Puis aussi, quel type d'enjeu tu distingues là, par rapport à la reconnaissance, plus particulièrement des micro-attestations? Ben, merci beaucoup de l'invitation au REFAD et à Jacques qui partageait ma première diapo, effectivement. Mais en fait, une question vaste pour moi. La distinction, bon, rapidement, là, dans ma bio, c'est écrit, mais depuis 2015, je m'intéresse aux badges numériques, donc comme chercheur et comme entrepreneur. À l'UQAM puis avec Pygmalion. Puis j'étais là au début de Cadre 21, donc je suis toujours heureux de croiser Cadre 21. Donc, principalement, moi, depuis mes travaux, depuis 2016, un premier rapport au ministère de l'Éducation sur les badges dans le contexte de Fab Lab Makerspace. En fait, j'ai amené 3 grands usages des badges. Le premier, c'est de motiver, donc la ludification. C'est un usage qui est très répandu, de plus en plus aujourd'hui. Effectivement, après ça, de reconnaître et de certifier pour moi. Puis le badge, on le regarde comme un outil et une manière d'évaluer. Hein. C'est vraiment bien révolutionné dans le monde de l'éducation, l'enjeu qu'on vit aujourd'hui de l'évaluation, parce qu'on peut numériser. On augmente la découvrabilité, on augmente l'information qui est plus riche à l'intérieur d'un diplôme ou d'une reconnaissance ou d'une certification. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, la vraie innovation très puissante des badges, c'est d'enfin pouvoir reconnaître des choses qui soient justement formelles et non formelles. Et là, on peut reconnaître vraiment, comme tu as dit, un vaste chantier de choses, dépendant de quelle organisation veut générer des reconnaissances. Ça peut être reconnaissance, comme tu as dit, de parcours déjà accompli, donc reconnaissance des acquis. Ça peut être aussi de reconnaître de l'implication, de l'engagement, reconnaître des compétences plus soft skills, donc les savoir-être qui sont plus durs à certifier que je suis un bon communicateur, mais j'ai un potentiel dû à mes expériences qui sont reconnues. Donc, la reconnaissance est très forte. Et ça vient en fait montrer tout ce qu'on fait déjà souvent, mais qu'on n'a pas de traces. Donc, un des grands avantage de la numérisation avec des systèmes de micro-certification ou de badge, de micro-attestation, peu importe les mots, il y a une typologie, mais ce n'est pas important aujourd'hui. L'idée, c'est enfin de pouvoir numériser pour augmenter la découvrabilité. En mettant en numérique tout ce qu'on accomplit et en étant riche, on peut reconnaître, mais on peut certifier aussi un diplôme académique. Au début, c'est vrai que dans le début des projets de badge de Mozilla en 2011, c'était beaucoup pour le non formel, tout ce qui était complémentaire. Mais je dirais depuis 2-3 ans, 4 ans même, le monde académique commence à l'utiliser pas seulement dans le parascolaire, mais dans leurs programmes, dans des diplômes qui vont être certifiés, mais avec une version numérisée par des badges numériques. Et c'est là, pour moi, il n'y a pas de distinction parce qu'on peut certifier des choses très, comme tu as dit tantôt au début, qui sont
dans des programmes basés sur des référentiels attachés à des parcours, à des emplois, etc. Mais si on revient à la notion de badge, en fait, c'est un fichier portable qui encapsule une information riche. Donc, c'est un outil assez générique qui peut être utilisé dans les 3 grandes familles. Puis, bien sûr, il y a d'autres sous-catégories, mais depuis 5 ans, je travaille beaucoup avec ces 3 grands enjeux-là. Pour moi, donc, l'évaluation avec les badges, bien, ça permet les 3 usages. Puis juste rappeler que l'année passée, Wayne Skipper, qui est celui qui a démarré Badger, là, une des meilleures plateformes dans le monde qui utilise la plateforme Open Badge, en fait le standard, pardon, Open Badge, avait déclaré qu'on était rendu à près de 100 millions de badges octroyés dans le monde à travers les plus grands joueurs, dont Credly, Badger et d'autres. Donc, ce n'est plus un phénomène de mode où est-ce que c'est vraiment utile, c'est vraiment approprié par beaucoup d'organisations de formation et d'entreprises maintenant de plus en plus. Et là, on est tellement enseveli de données qu'on va devoir travailler avec des métadonnées et de l'intelligence artificielle, ultimement, ou des algorithmes qui vont traiter les données générées. Donc, pour le comprendre, les algorithmes derrière, bien, en avant, on a besoin d'interfaces. Et pour répondre à la question des enjeux, comme ça fait 7 ans, je suis dans le domaine pas mal là, des badges. Puis l'enjeu des plateformes a été réglé. Pour moi, on a des plateformes qui sont stables, qui ont été consolidées. Le marché s'est consolidé. Il y a 28 plateformes actuellement qui respectent le standard Open Badge. Moodle aussi en est un, qui est un LMS, mais il y a plein de plateformes propriétaires ou libres, comme Badger est une version serveur libre. Donc, ce n'est plus un enjeu de technologie. On arrive bientôt à la version 3.0 du standard. Là, on est à la version 2.1. Donc, la version 3.0 va rajouter l'identité. Aujourd'hui, on reçoit des badges par notre identité, c'est notre courriel. Mais là, on veut vraiment brancher l'identité vraiment certifiée. Donc, la cryptographie pour attacher l'identité à une personne. Donc, on va vraiment vers les portfolios, à mon avis, de compétences. Puis, pour répondre aux enjeux, l'enjeu financier avec la COVID, on le voit, la crise économique de main-d'œuvre, de secteurs qui se transforment, de requalification des travailleurs. J'ai été au dernier colloque américain là, du IMS Global sur les badges. Puis, le secteur du travail est en demande vraiment agressive de recruter des gens et par compétences. Ils ont quasiment moins d'intérêt d'avoir des diplômes, ils veulent des compétences qui sont validées par les institutions de formation. C'est pour ça que j'ai mis le petit schéma en montrant qu'aux États-Unis, ils sont un peu en décalage pour les structures de référentiel, mais c'est très privé, là, le monde académique. Ici, au Canada, on a un système quand même assez, avec un système public et structuré avec des référentiels, mais eux ont vraiment besoin de basculer vers de la formation par compétences. Donc, ils parlent beaucoup de competency-based education. Puis de l'autre côté, c'est du skill-based hiring. Donc, les entreprises recrutent par compétences. Et ce n'est plus le temps assis dans une classe qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai accompli, puis qu'est-ce que je sais faire, puis comment on peut le démontrer. Et c'est là que tout l'univers des digital credentials est implanté dans plein de structures. Donc, pour moi, les enjeux aujourd'hui, c'est les référentiels, comment on fait communiquer différents référentiels métiers. Il y a le projet Open Skill Network aux États-Unis qui va très vite depuis 1 an et demi, que la Fondation Walmart soutient pour fédérer, maintenant qu'on a des standards pour émettre des certifications, mais ayons un standard pour attacher des référentiels qui se parlent. Et c'est ce qu'ils sont en train de développer avec ce grand projet-là. Puis le dernier point, pour résumer, c'est que pourquoi ça n'a pas percolé? Bien, en Ontario, ça fait 4 ans avec le e-campus, justement, je suis content de voir Robert parce que je l'ai suivi à plusieurs reprises, puis j'ai été dans le projet e-campus visiter, travailler un peu. Le Canada est très avancé dans l'utilisation des micro-certifications, des micro-titres de compétences, peu importe le nom. L'idée, c'est de numériser des morceaux, des composantes d'un parcours, etc. Donc, le Québec devrait embarquer dans cette vague-là. On a essayé au Québec à plusieurs reprises de pousser le gouvernement, mais ça s'en vient parce que l'écosystème demande d'être prêt pour le futur et puisqu'il y a beaucoup de financements qui arrivent au provincial, au fédéral, en formation continue, développement de compétences, ils ont besoin d'outils pour accompagner et même reconnaître et certifier si l'argent a bien été investi. Là. Merci, Geoffroy. C'est une excellente entrée en matière. Tu es passé du très micro-badge au systémique. Oui, tu as couvert beaucoup. Ouais. Ce que je trouve intéressant, ce que je sens, c'est oui, il peut y avoir une distinction dans les émetteurs et les manières d'attester, mais de plus en plus, l'infrastructure et les badges par elles-mêmes ont une vie
Et cet outil-là génère et drive, là, si vous me permettez le mot anglais, la discussion. Et à quelque part, la différence des émetteurs, elle est importante pour les émetteurs et les badges en question, mais l'infrastructure elle-même et le côté systémique commence de plus en plus à être à l'avant-scène de la discussion. Et la distinction au niveau des émetteurs devient importante, mais moins fondamentale. Et ça, c'est important, on va y revenir, et pour le REFAD aussi, tout au long de nos webinaires, et ça va être, c'est un élément important. Olivier, je te passe la parole pour la prochaine question. Je vais aller dans la lignée. Geoffroy nous explique que la découvrabilité donc, augmente, que les plateformes sont stabilisées. Peut-être peut-on y entendre, et je ne veux pas mettre des mots là où ils ne le sont pas, mais que la sécurité semble être un peu plus grande aujourd'hui, que donc finalement, nous avons des infrastructures qui permettent d'attester ou de valider l'acquisition d'une compétence visible à travers un badge qui lui-même est sécurisé à travers une plateforme comme Badger, qui sera la version 3.0. Demeure qu'il y a une autre question derrière ça, qui pourrait, dans cette lignée-là, si on a stabilisé d'une part la capacité de validation avec l'encryption que nous permet d'avoir ces plateformes-là, qu'en est-il au niveau de la valeur du badge? Initialement, nous avons dit qu'il y a beaucoup de badges. Robert Luke nous montre dans la vidéo qu'il y a énormément. On a vu qu'il y a 100 millions de badges. Est-ce que tous les badges s'équivalent? Et comment, si tous les badges ne s'équivalent pas, comment est-ce qu'on est capable de connaître la valeur d'un badge? Et pour arriver à la question pour toi, Maxime, du coup, quels sont les défis de la validation finalement des acquis entre du quantitatif, du qualitatif? Comment est-ce qu'on observe ça? Comment est-ce qu'on est capable de définir la valeur d'un badge? Ce serait la question pour toi. Et quels sont les défis qui pourraient être associés, Maxime, s'il te plaît? Oui, merci Olivier. C'est fou. Je fais une petite parenthèse en commençant mon intervention en disant que je me sens vraiment en position moi-même d'apprenant en ce moment. J'arrête pas de prendre des notes depuis les interventions qu'il y a eu depuis tout à l'heure. Je trouve ça particulièrement riche et ça me fait beaucoup réfléchir. Puis sur cet élément de validation des acquis, parce que là, j'essaie de voir par où prendre ça là, pour éclairer un peu les éléments. Moi, pour ma part, je suis au cadre 21 depuis quelques années maintenant, là, depuis 2017 là, que j'ai commencé. Puis au cadre 21, pour ceux qui ne connaîtraient pas dans l'organisme, on travaille particulièrement à appuyer la formation continue du personnel scolaire, particulièrement les enseignants. Donc, on est vraiment dans justement l'appui à la formation continue des intervenants scolaires eux-mêmes. C'est sûr qu'il y a des parallèles à faire avec le reste, dans le fond, là, de l'écosystème, puis je trouvais ça particulièrement intéressant, là, tout le côté que Geoffroy parlait sur l'importance grandissante des soft skills. Puis moi-même, quand je regarde passer, par exemple, sur LinkedIn des offres d'emploi, on voit que l'aspect très certification traditionnelle issu justement d'un diplôme universitaire, par exemple, ou d'un diplôme technique, ou peu importe, bien, ça devient comme un élément très, 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 très petit par rapport à toute la quantité de choses qu'on recherche, dans le fond, chez les gens. Fait qu'évidemment, si on veut rendre, puis là, j'ai vraiment pris ça en note, le rendre visible l'invisible, ben, ça revient à être capable de démontrer d'autres forces, d'autres habiletés, d'autres compétences qu'on a développées avec le temps, que ce soit justement pendant notre formation initiale ou bien dans notre formation continue. Ben, il y a toutes sortes de façons de le démontrer. Puis effectivement, le badge numérique, c'est un outil intéressant de ce côté-là, mais ça amène évidemment la question de comment valider tout ça. Puis, Jacques, si tu pouvais, je pense que je vais aller là tout de suite, là, si tu pouvais comme prendre la diapo 1 là, que je t'avais partagée sur le cycle du badge numérique, qui vient dans le fond, là, parce que j'ai beaucoup lu moi-même, moi je suis enseignant de formation, je me suis intéressé au développement professionnel, puis c'est un peu comme ça que j'ai rencontré Jacques Cool sur mon passage, que je me suis retrouvé à travailler au cadre 21, puis que je lis un peu là-dessus, puis évidemment, je me suis informé un peu sur la mécanique
mécanique des badges qui est une façon peut-être de voir à cet aspect de validation, comment on vient valider dans le fond que cette reconnaissance d'acquis, peu importe de quelle forme qu'elle prend, là, comme on dit tantôt, de micro-certification ou d'attestation d'une participation, d'un développement, ben, tout ce qui a été souligné depuis tout à l'heure. Le cycle du badge numérique nous ramène au fait qu'il y a un octroyeur, hein, tout d'abord, qui est là pour délivrer une reconnaissance d'une quelconque forme avec des critères, avec une base. Puis on revient des fois même avec cet élément peut-être un peu de référentiel local. Puis il y a quelques jours, on a fait un webinaire midi avec l'équipe de l'AQPC. Puis il y avait des initiatives intéressantes, notamment là, justement là, au niveau du collégial au Québec, de voir comment cet élément d'un référentiel institutionnel, qu'est-ce qu'on veut reconnaître, comment qu'on veut le faire. Fait qu'il y a quelque chose qui évidemment part de l'organisme ou de l'institution qui veut justement octroyer une reconnaissance et que c'est là que c'est autour de ces éléments-là que se bâtissent les badges et que ces badges-là, ben, on veut les octroyer à des personnes qu'on trouve évidemment qui les méritent, qui répondent aux critères, qui ont su démontrer, déployer dans le fond ce qui avait été demandé et que rapidement, dans le fond, ce qui est intéressant dans le phénomène, c'est qu'on passe rapidement vers l'apprenant, dans le fond, la personne qui a su démontrer une habileté, une compétence, et que, un peu comme ça a été soulevé au début, où est-ce qu'on dit qu'on ramène l'apprenant au cœur du phénomène qui est en question, qui est là. Puis je pense que Robert Luke l'a bien démontré là, dans sa courte vidéo. Le badge passe vraiment des mains de l'octroyeur jusqu'à un certain point vers la personne qui est récipiendaire et qui, après ça, il va avoir une certaine valeur à ce badge-là si on vient à être capable de le rendre visible. Donc, ce badge-là, il est hébergé. Je ne veux pas rentrer dans la mécanique trop non plus. Peut-être que Geoffroy sera plus, justement, plus spécialisé que moi là, sur la question. Mais le badge qui est octroyé, il est hébergé et la personne, son badge émis, c'est à lui, c'est à elle, dans le fond, cet élément-là. Puis on veut l'afficher. Et là, entre en compte le processus, justement, de vérification. Puis c'est ça qui est intéressant dans le schéma qui est ici, qui est effectivement là, une traduction que j'ai faite avec un collègue ça provient de IMS Global. Puis c'est le processus de vérification, dans le fond, qui est là. Et de dire que le badge numérique est intéressant parce qu'on peut venir valider qui est l'octroyeur, hein, puis quelle en est sa crédibilité. On peut venir vérifier qui est le récipiendaire du badge qui a été émis, puis avoir de l'information sur lui. Puis on peut aussi trouver, évidemment, des informations sur la nature de cette reconnaissance-là, quels étaient les critères, et ultimement, puis c'est ce qui est intéressant, puis c'est ce qu'avec Geoffroy, on avait développé à l'époque, un système où est-ce qu'on encapsule les preuves qui ont été apportées pour démontrer cette habileté, cette nouvelle compétence et tout ça, et qui vient enrichir à ce moment-là. Fait que le badge numérique est un outil intéressant là-dessus parce qu'il transporte avec lui les preuves de cette démonstration de connaissances et tout ça, et aide justement à la validation là, pour entrer dans ce cercle-là. Puis tu sais, j'avais fait juste pour un peu mettre un exemple clair un peu là, sur cet élément-là. Tu peux passer à la diapo 2, Jacques. Rapidement, je l'ai déjà contextualisé avec le badge numérique qu'on hébergeait au cadre 21 pour l'octroyeur qui était le REFAD lors du grand rassemblement de juin dernier, en 2021. Et le badge qui a été créé, évidemment, il a été créé aux couleurs du REFAD. Le REFAD avait déterminé les critères pour pouvoir justement aller se chercher ce badge-là. Il a été émis. Moi, j'ai allé chercher celui qui était de l'animateur. Il est hébergé en ce moment dans les serveurs du cadre 21. Mais ce badge-là, il est à moi, il possède son URL unique, il a justement des informations qui sont encryptées, qui sont relatifs à ce que moi j'ai démontré comme élément pour mériter ce badge-là. Et je peux aller ensuite l'installer dans un portfolio. Là, évidemment, on a un portfolio sur cadre21.org qui est là, mais j'ai pu aussi aller l'afficher sur LinkedIn. Donc, quelqu'un qui veut justement apprécier, puis c'est peut-être là qu'on rentre dans le processus un peu
un des aspects du processus de validation, c'est que le badge numérique, ben, on peut vraiment, en ce moment, aller sur, par exemple, mon compte LinkedIn. Si vous cherchez sur LinkedIn, vous pouvez me trouver. Vous allez voir dans la section de reconnaissance et tout ça, qu'il y a le badge qui est là. Vous avez le nom, vous avez le lien vers l'émetteur, vous avez tous les éléments relatifs à la nature de cette attestation-là. Et puis, des preuves qui sont reliées aussi, qui sont accessibles de ce côté-là. Fait Une que ça- question par rapport à ça, Maxime. Oui, vas-y. Est-ce qu'on parle d'automatisation des preuves ou est-ce qu'à un moment donné, il y a encore une validation humaine dans cette partie-là? Est-ce que tu pourrais peut-être nous apporter cette idée-là? Parce que souvent, quand on voit des badges, c'est les plateformes qui la génèrent à travers une activité qui est produite et puis elle est comme automatisée. Est-ce que toutes les validations de badges sont-elles automatisées, oui ou non? Comment tu pourrais nous éclairer un petit peu sur cette idée d'aspect d'humain? Parce que d'un côté, un diplôme est quand même sanctionné par un professeur diplômé qui lui-même a fait des diplômes pour devenir professeur. Et puis là, on remarque que ces outils, ces plateformes-là, elles automatisent et elles délèguent. Et on pourrait se questionner sur la question du facteur humain. Tu parlais des critères et des preuves. Donc, j'étais curieux un petit peu de t'entendre peut-être sur ces aspects-là, si tu voulais bien. Oui, dans ce cas-ci, la question est fort intéressante. Dans ce cas-ci, pour la reconnaissance c'était d'une animation au Grand Rassemblement du REFAD en 2021, dans notre système automatisé, parce qu'évidemment, il y a comme une machine à badge, dans le fond, là, qui génère tout ça, mais dans le système, à chaque fois que quelqu'un demandait un badge, le responsable au REFAD, en l'occurrence Robert Grégoire, qui est ici, recevait une copie courriel de la soumission. Donc, il pouvait vraiment valider à ce moment-là, est-ce que la personne qui a demandé le badge a vraiment animé lors de ça. Fait qu'il y a vraiment un facteur humain qui est là. Là, évidemment, si on avait comme un volume immense, ce serait peut-être une autre paire de manches, mais avec un volume qui est relativement petit, ça se fait. Puis si je prends l'exemple de ce qu'on fait au cadre 21 en tant que tel, là, peut-être plus des badges cadre 21, Jacques, tu pourrais peut-être prendre la diapo 4. Ça va m'aider peut-être à résumer un peu puis à répondre à la question d'Olivier. La diapo, oui, c'est ça, celle-là, sur un peu notre système un peu qui est en place au cadre 21, dans lequel l'humain prend de la place parce que, bon, quand une personne crée son compte sur la plateforme, ça crée automatiquement son portfolio. Elle a accès à une banque d'auto-formation qui sont là pour aller voir justement le catalogue qui est disponible sur cadre21.org. Elle fait son choix, elle s'engage à son rythme parce que c'est une offre qui est en pure auto-formation, c'est flexible, ça prend le temps qu'on veut bien y consacrer pour aller jusqu'au bout du processus qui est proposé. Et à la toute fin, quand on fait la soumission pour avoir un badge numérique, on a des preuves dans le fond à apporter. On a 4 niveaux. Je fais ça court, là. On a 4 niveaux. Le premier niveau est plus exploratoire, mais les 3 autres niveaux sont vraiment d'apporter des preuves de mise en place dans sa pratique, de changement de pratique, d'essai et tout ça, et de réflexion qui est relativement à ça. Et c'est à ce moment-là que ce qui est encapsulé comme preuve est envoyé par courriel à un responsable de la rétroaction. Et c'est là que c'est l'élément de rétroaction qui est là dans la flèche du bas qui est important pour nous et qui est un processus humain qui est en arrière de ça. Parce que chaque soumission de badge va être reçue par quelqu'un. Donc, on a une équipe de responsables de la rétroaction au cadre 21 qui reçoit ces soumissions-là, qui les analyse selon une grille d'évaluation qui est avant tout qualitative et qui est connue, évidemment, des personnes qui demandent la soumission de badge. Et cette personne-là va recevoir, la personne qui a demandé le badge va recevoir un courriel personnalisé de notre responsable de rétroaction qui va venir, justement, porter un regard, un feedback, une rétroaction qu'on veut USB, qui est un terme que Jacques a beaucoup employé là, dans les dernières années, donc utile, spécifique et bienveillante pour venir vraiment apporter un regard humain sur ce qui a été démontré comme preuve. Fait qu'évidemment, si les preuves sont insuffisantes, ben ça va être souligné là-dessus. Puis si elles sont vraiment insuffisantes par rapport à la grille qui était présentée de prime abord, ben on va suggérer à l'apprenant de peut-être bonifier, dans le fond, sa preuve. Fait que ça ne devient pas nécessairement un cas de c'est que tu l'as ou tu es en échec. C'est vraiment comme plus dans ben pas encore, tu peux toujours t'améliorer. De toute façon, on est dans un processus de formation continue. Puis on trouve que, je pense que c'est ce qui est particulièrement apprécié dans l'expérience d'apprentissage sur cadre21.org, c'est cet élément-là, qui est peut-être un peu méconnu d'ailleurs. Au-delà du catalogue de formation, c'est vraiment la rétroaction personnalisée par courriel qui va être faite par une vraie personne. Donc, on pourrait dire, en rapport à cette question, Olivier, c'est qu'il y a une partie qui est automatisée, mais peut-être la
partie fondamentale qui est dans la relation d'apprentissage, même dans un contexte d'auto-formation là, qui est vraiment là, flexible, sans échéance, sans horaire et tout ça, qu'il y a un processus humain de validation, de dire que, OK, il y avait des critères auxquels on s'attend pour pouvoir avoir la reconnaissance et qu'il y a une rétroaction qui est faite par écrit et qui vient spécifier des éléments et qui, surtout aussi, encourage à la suite. Puis c'est ça qui est particulièrement intéressant parce qu'on veut que ce soit un processus qui est positif, qui encourage justement cette espèce de cercle vertueux. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai infographié le processus, de se dire que du moment que le badge est accordé, la personne est contente, évidemment. Il y a effectivement un processus un peu de ludification. Là. Geoffroy en parlait tantôt sur le fait de recevoir un badge, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a eu aussi une rétroaction personnalisée qui est là et qui encourage à poursuivre. Hein? Fait que là, on tombe dans l'aspect de valorisation, puis Jacques en parlait un peu d'entrée de jeu sur ce processus de formation-là. Là, ça s'intègre dans un processus de formation continue, mais on peut penser que ce genre de processus-là pourrait s'intégrer dans un processus de formation initiale aussi là-dessus. Absolument. Puis un grand merci pour cet élément, parce que dans la question, on se demandait la valeur d'un badge, quels sont les critères. Peut-être qu'ici, tu nous as permis d'avoir un critère important, il y en aura sûrement d'autres, mais le temps ne nous permettra pas, d'avoir une intervention humaine qualitative. Ça ne sous-entend pas que les badges uniquement quantitatifs n'ont pas de valeur, mais on pourrait, en tout cas pour le moment, à moins d'une grandissante intelligence artificielle dans le futur, se dire que l'intervention humaine au sein du processus de validation peut être un des critères, en tout cas qui augmenterait la valeur du badge numérique. En tout cas, c'est la manière de ce que j'en ai reçu. Un grand merci à toi pour ces belles explications, Maxime. Et Daniel, je te renvoie la balle pour la prochaine question. Ton micro est éteint, Daniel. Daniel, juste ton micro est éteint, si tu veux bien. Voilà. Si on perdait nos badges quand notre micro n'est pas ouvert, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Si on automatisait. Je vais rester avec toi, Maxime. Ma question va toucher plusieurs balles que tu as. Je vais prendre au bon plusieurs balles. Quand on parle des badges, et tu as fait le bon tour du propriétaire, on parle souvent comment l'associé s'est fait, là, puis on se rend de l'apprentissage jusqu'à le support numérique. Mais est-ce que tu as connaissance d'exemples d'intégration réussie? Et j'ouvrirais aussi la personne, du coup, qu'elle a son badge, la suite, pour la personne qui détient ses badges et dans la suite de son parcours professionnel ou autre, etc. Donc, d'intégration réussie de l'instrument, la boîte noire, etc. et jusqu'à l'utilisateur qui, après avoir reçu des badges, les utilise d'une manière ou d'une autre, avec succès ou non, en ayant des bénéfices ou non, ou tout simplement, on a des badges, mais en réalité, ça ne sert pas à grand-chose, à part rendre visible. C'est la question à 100 pièces, Daniel. Parce que pour vrai, nous qui travaillons en formation continue dans le milieu de l'enseignement, en ce moment, on est un peu au balbutiement là, de cette culture-là, parce qu'en ce moment, en éducation, on n'a pas besoin d'avoir une démonstration de nouvelles connaissances, nouvelles habiletés, nouvelles compétences déployées pour accéder à quelque chose d'autre. Du moins, ce n'est pas institutionnalisé dans le fond comme ça, si ce n'est qu'on change vraiment là, à ce moment-là de poste au sein peut-être de l'organigramme, c'est-à-dire de passer d'enseignant à conseiller pédagogique, de passer d'enseignant à passer à la direction. Donc, effectivement, on est encore un peu au fait de faire la démonstration, puis c'est là-dessus beaucoup qu'on travaille au cadre 21, à mobiliser les gens autour de cette culture de rendre visible ce qui est invisible. Parce qu'évidemment, au cours de nos années de travail sur le terrain, on développe un paquet de choses. Puis c'est vraiment très, très, très bien souligné de ce temps-ci, puis particulièrement avec les 2 ans de pandémie qu'on a eu, la déferlante numérique qui est arrivée où est-ce que tout le monde a fallu il y a vraiment eu, pour certains, un bascule du présentiel en virtuel et que ça a causé beaucoup de maux de tête et qu'il y avait là des nouvelles habiletés, des nouvelles compétences à déployer, puis que là, comment on le fait et tout ça. Donc, on est encore dans la démonstration il y a vraiment des compétences à développer au-delà de la formation initiale et que dans un paquet de domaines, elles ne sont pas nécessairement balisées. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant depuis le début de la discussion d'entendre parler de référentiel puis de commencer à mettre de l'ordre, de mettre une certaine forme
pas d'équivalence, mais du moins de transfert en différents domaines. Est-ce qu'il y a des grandes compétences, des grandes habiletés qu'on recherche un peu partout? Parce que quand on fait, puis, tu sais, Jacques, pourrais-tu montrer ma diapo numéro 5? Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Là. Quand on a fait le point un peu sur ce qui est arrivé dans le milieu de l'éducation, particulièrement dans ce cas-ci au Québec, lors des 2 dernières années, c'est que clairement, le sac à dos de développement professionnel de chaque enseignant était vraiment pas au niveau de ce que j'ai écrit au centre, dans le fond, du cercle, d'une formation continue liée au développement des compétences numériques. Ben là, le sac à dos de tout le monde n'était vraiment pas égal. Il n'était pas lourd égal de ce qui avait été placé dedans. Puis que rapidement, au cours de l'année 2020, début 2021, ben, il y a eu énormément de ressources qui ont été mises en place pour essayer d'alimenter le personnel sur le terrain de ressources possibles, d'occasions, justement, de formation continue de toutes sortes de façons pour pouvoir y arriver. Puis c'est sûr que chez nous, au cadre 21, parce que Daniel, tu parlais d'exemples d'intégration réussie. Nous, on a eu un gros trafic. Là. Au printemps 2020, beaucoup de gens cherchaient des ressources qui sont accessibles et qui sont flexibles parce que là, il fallait se préparer. Tout le monde n'a pas le même horaire. Là, les journées pédagogiques et tout ça, là, qui sont des occasions des fois de prendre le temps de faire de la formation continue, tout ça était extrêmement chamboulé, réorganisation constante, fait que ça prenait quelque chose de flexible et tout ça. Donc, le modèle d'auto-formation a pris beaucoup de place. Puis je pense notamment à tout le réseau du récit, ces conseillers pédagogues numériques qui sont là au Québec, qui sont rattachés en partie au ministère de l'Éducation puis dans les centres de services scolaires, qui tout un réseau d'accompagnement ont développé énormément de ressources d'auto-formation aussi, ont développé encore plus leur environnement campus récit, que vous pouvez aller voir aussi, qui est intégré dans ce cas-ci dans l'univers de Moodle et qui utilise aussi les badges numériques comme forme de reconnaissance des différentes étapes qui sont là. Fait qu'on voit que dans ces exemples-là, le besoin du milieu a vraiment permis de faire énormément de pas en avant sur cette façon de venir reconnaître ces actions de formation continue qui sont là. Parce qu'au-delà de ça, il y a eu en plus du côté du ministère de l'Éducation au Québec, il y a eu aussi de venir baliser un nombre d'heures obligatoire de formation continue, parce que tout ça était relativement flou encore. Là, on voit que ça commence, c'était comme un peu cette année, l'année scolaire 2021-2022, la première année où est-ce qu'on voit se déployer cette nouvelle obligation de formation continue. Et donc, il y a un enjeu en ce moment de traces. Quelles sont les traces qu'on laisse quand on fait de la formation continue? Puis comme Geoffroy l'a dit tout à l'heure dans sa première intervention, puis je suis sûr qu'il va sûrement renchérir là-dessus, c'est que le badge numérique aide vraiment à garder de ces traces-là. Puis au Québec, ben là, en ce moment, au niveau particulièrement là, de la formation continue liée au développement des compétences numériques, on a 2 possibilités très complémentaires. L'offre d'auto-formation du cadre 21 est un petit peu plus sur le macro, alors que le campus récit est un petit peu plus sur le micro des différentes habiletés et compétences là, qui sont là. Donc, c'est très complémentaire. Et que ça commence tranquillement à percoler. On voit que dans les milieux, ça commence à faire son chemin, mais il y a un besoin de changement de culture. Puis c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la métaphore que Robert Luke nous présentait tantôt, cette espèce de Napster moment, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu là que la pandémie et ce réveil soudain sur une formation continue en plein mouvement nécessaire est en train de faire en sorte qu'on va pouvoir y arriver, puis que les exemples d'intégration réussie vont pouvoir se multiplier, comme on peut le voir aussi auprès de toutes les initiatives qui commencent à naître pour la reconnaissance et la valorisation par le biais de badges numériques du côté des élèves et des étudiants aussi. Merci, Maxime. Je pense que c'est ce que je sens, c'est qu'on a probablement assez bien réussi à rendre l'invisible visible. Je pense qu'on est à un moment où il faut rendre le visible utile pour la suite des choses. Et la référence Napster, c'est le tipping point du changement culturel, là, la technologie disruptive. Là, on est probablement au Québec quelque part dans cette zone. Olivier, je te laisse la parole pour la dernière question au collègue Geoffroy. Ben, ça s'inscrit en fait dans la continuité de la discussion, comme quoi les choses s'agencent bien. On arrive sur le end user, sur l'utilisateur final, puisqu'on a parlé des émetteurs, on a parlé des défis de validation, on a parlé des exemples de plateformes réussies.
Et la question s'articule autour de la valeur d'usage. Donc, pour un apprenant ou pour une apprenante, pour un employé, qu'est-ce que ça peut représenter que d'avoir une reconnaissance affichée? Comment est-ce qu'il peut l'utiliser? Ce serait peut-être de pouvoir t'entendre un petit peu sur l'utilisateur final du badge, une fois qu'il l'a, la valeur, les usages. Comment est-ce que tu pourrais nous amener quelques points de réflexion, peut-être, Geoffroy, sur cette question-là, si tu veux bien? Oui, merci. Jacques, tu peux partager là, la diapo. Effectivement, dans le fameux triangle de la valeur, hein, les systèmes de badge ou les systèmes de numérisation, puis aujourd'hui, on est rendu à une troisième génération, je crois déjà, là, dans l'usage des badges, mais la valeur, elle se construit, limite, elle se co-construit. Dans le triangle, il y a les octroyeurs, bien sûr, qui génèrent des opportunités de reconnaissance avec des badges ou de certification avec des badges. Donc, là, on parle du monde académique, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, les entreprises à l'interne même forment leurs propres employés. Donc, la formation devient plus une entité qui fait de la formation. Le récipiendaire, c'est lui, hein, ou elle, qu'on parle peu. Puis l'appréciateur, c'est souvent l'entreprise ou une autre institution qui peut reconnaître ou pas des diplômes, des certifications par badge. Donc, pour le récipiendaire, qui est l'apprenant, il peut être jeune ou adulte, vraiment. Aujourd'hui, j'ai trois avantages là, parce que le badge, il faut le voir, tantôt, j'en ai parlé comme un outil d'évaluation. Ça, c'est le cœur de ce qu'elle fait comme stratégie puis technologie. Mais deuxième grand usage, c'est un outil de communication, les badges. Et pour un apprenant, c'est vraiment adulte ou jeune. Là, il y a trois grands que je vois avantages. Le premier, bien sûr, c'est de pouvoir augmenter sa participation, sa motivation. On parle beaucoup de persévérance, de réussite, d'engagement. On le voit que les badges sont utilisés des fois, ils ne sont même pas standardisés, c'est-à-dire qu'ils sont dans une organisation à l'interne pour la progression, motiver la participation, mais ça fonctionne vraiment. Donc, pour avoir son portfolio, hein, parce que derrière le badge, on ne peut pas l'avoir tout seul, il faut le stocker dans un espace, puis l'idée de portfolio de compétences revient. Hein, c'est un vieux concept des portfolios numériques ou électroniques à l'époque qu'on parlait, qui était un peu lourd. Aujourd'hui, le chaînon manquant dans les portfolios, c'est des composantes de plusieurs badges qu'on peut associer pour mieux raconter. Donc, la persévérance, vraiment, la réussite peut être soutenue par ces outils-là de reconnaissance. Aussi, bien sûr, ça peut aussi permettre de personnaliser hein, l'étudiant qui reçoit ou l'apprenant qui reçoit des badges, puis il voit un parcours d'apprentissage devant lui. Souvent, la première génération des badges, c'était de numériser les diplômes ou les modules ou les contenus. Et là, maintenant, c'est de pouvoir justement les associer dans un parcours, donc dans le pathway learning, donc de pouvoir les amener à progresser et leur permettre même de changer d'idée, de voir d'autres opportunités, de débloquer. Hein. Donc, on a vraiment l'outil de personnaliser l'apprentissage vers des parcours de formation. Puis, bien sûr, je pense que l'élément le plus intéressant d'un point de vue d'apprenant, c'est de pouvoir se mettre en valeur. C'est-à-dire, un portfolio, ça permet à l'apprenant de beaucoup mieux expliquer qu'est-ce qu'il a appris, de mieux raconter ses apprentissages, d'avoir des traces, des preuves, comme disait tantôt Maxime, ses réalisations. Donc, en termes de empowerment qu'on appelle ou de développement personnel professionnel, qui est une des compétences là, du PAN, le développement personnel professionnel, ça avait vraiment un outil pour se projeter puis d'avoir une explication de ce que j'ai fait dans un badge, ça me permet de mieux raconter à un employeur ou à une autre institution où j'en suis rendu. Puis aujourd'hui, toute l'idée d'avoir un portfolio vers un compte, un portfolio avec de l'argent. En France, ils sont déjà rendus avec France Compétences. Ils ont restructuré tout leur écosystème de formation et de certification il y a quelques années. Et ils sont arrivés avec le compte personnel de formation. Donc, c'est vraiment chaque citoyen a son compte de formation. Et là, il peut avoir un montant en euros et il peut après ça consulter selon ses choix quels sont les programmes qu'il veut s'inscrire pour des emplois. Il peut être accompagné. Il y a les subventions disponibles à chaque étape qui peuvent être activées et il peut baisser ses coûts de formation. J'ai fait un test de formation pour à gestion de projet spécifique. Il peut baisser son coût à le 3/4 parce qu'il y a une bourse dans sa région. Donc, un outil d'administration du portfolio de budget versus le portfolio de compétences où je vais stocker mes diplômes, mes références, tout ça. Donc, on est vraiment dans cette idée de donner une autonomie à l'apprenant. Puis là, on tombe vraiment enfin dans le lifelong learning, donc l'apprentissage tout au long de la vie. Et on sait très bien qu'on va toujours apprendre autant par les forces externes que nos propres intérêts internes, donc que ce soit intrinsèque ou extrinsèque.
on va toujours être en mode apprentissage. Et je pense que ce que disait tantôt, effectivement, par rapport à Napster, moi, je le compare même au changement climatique. Je pense qu'on est dans un point de bascule très important de la nécessité de enfin numériser cette couche dans nos institutions qui est les diplômes, les CV, qui est encore faite de façon très, disons, manuelle. Donc, l'automatisation est importante, mais il ne faut pas, comme tantôt on a dit, d'aller vers justement de trop automatiser. Ça prend des humains qui valident. Puis ça, dans la plupart des projets de badge que j'ai vus dans plein de domaines maintenant, c'est plus juste en TI, c'est en finance, c'est en santé, c'est en éducation. Dans tous les secteurs, il y a des projets de badge qui existent dans les institutions qui ont des mécanismes d'évaluation que les humains valident. Là. On peut faire les deux. On est en hybride dans ce cas-ci. Puis dernier petit point pour les États-Unis surtout, mais partout dans plein de projets, après 10 ans, le momentum s'en va beaucoup sur les badges comme outil d'inclusion aussi, parce que ça permet de reconnaître des morceaux de compétences, des bouts de parcours et de ne pas laisser les gens tomber quand ils ne complètent pas le parcours officiel. Donc, tout l'enjeu de l'équité, de l'inclusion, et aux États-Unis, c'est vraiment dramatique. Là, faire une certification au niveau collégial ou un community college, en 3 ans, c'est 100 000 US pour être formé sur un métier. Donc, si j'arrête après 1 an, on ne me reconnaît rien aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, avec les badges, on peut reconnaître, c'est leur défi, des morceaux, des compétences. J'en ai acquis 7 sur 20, mais j'en ai 7. Puis j'ai des preuves, j'ai des traces, puis je peux me relancer dans 2 ans. Donc, il y a vraiment un enjeu d'équité sociale qui revient avec l'usage des badges. Un grand merci, Geoffroy. C'était vraiment très intéressant. Puis je vais me faire je ne vais pas résumer parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors, je vais redonner peut-être la parole directement, mais c'était vraiment très, très intéressant, la valeur d'usage. Je regarderai la vidéo après pour reprendre les notes parce qu'il y a eu beaucoup d'idées intéressantes. Merci à toi. Alors, messieurs, c'est ça, puisqu'il ne reste qu'à peu près 3 minutes. Robert, peut-être très rapidement, succinctement, nous donner quelques observations, quelques éléments de discussion dans le clavardage. C'est semblé très occupé. En fait, Jacques, on a surtout eu une lancée du bal par Nicole Perrault qui a mentionné que observait une différence dans le réseau collégial du côté des étudiants qui étaient plutôt frileux envers la certification de type badge, alors que la reconnaissance des acquis pour le cheminement scolaire des étudiants adultes semblait beaucoup plus adopté. Puis elle demandait, mais avez-vous une explication pourquoi cette différence-là? Robert Luke a suggéré que peut-être c'était dû au fait que les microcrédits n'étaient pas bien connus. Puis Nicole a ajouté que quand ils ont offert des badges pour attester d'un programme de certification des compétences à Drummondville, il y a eu une très, très grande appréciation, non seulement de la part des étudiants, mais de la part des employeurs aussi. Donc, on a eu ce genre d'échange-là. Puis moi, j'inviterais les gens qui sont ici aujourd'hui à prendre la parole si vous voulez ajouter à ça directement. Gênez-vous pas. Je ne sais pas si le temps nous permettrait, Robert. Il est 12h58 déjà. On s'aperçoit que c'est un sujet très, très, très riche. En attendant que quelqu'un veuille s'afficher, je demanderai à Daniel et à Olivier, de façon très synthèse, de leur donner leurs impressions et leurs perspectives par rapport à tout ceci. Messieurs? La première fois, là, à peu près 7-8 ans, où j'ai vu passer l'idée de badge et la technologie, c'est vraiment le potentiel de démocratisation qui m'avait frappé et surtout d'abord la démocratisation des émetteurs au-delà de l'institution scolaire et la démocratisation des savoirs reconnus au-delà d'une hiérarchisation des savoirs scientifiques ou non. Et je trouve que ce que j'aime au Québec depuis 7-8 ans, très rapidement, on est passé de défricheurs à praticiens, à expertise. Et je fais du pouce sur les remarques de Geoffroy. Moi, je pense que dans ce projet de démocratisation, on est rendu vraiment au 21e siècle de dire, oui, on a le réseau scolaire, il y a son unicité, on apprend de toutes sortes de manières et ces espoirs de l'éducation des adultes depuis le début du 20e siècle, ne pas dire le 18e, 19e siècle, qu'on apprend toutes sortes de choses en différents lieux, mais on peut valoriser, reconnaissance dans le mot, dans le sens philosophique. Maintenant, on a une technologie et on a une expertise. Et c'est peut-être à l'échelle de la culture, comme Geoffroy a dit, et inévitablement,
la culture passe par les politiques et par l'État. Donc, à quelque part, il y aura des changements systémiques, ou bien on reste tout à fait décentralisé à la Napster, anarchisant et libertarien, ou bien on installe un système et tout ce qui est entre les deux. Olivier? En une phrase que j'ai aimée, parmi les idées, il y en a eu beaucoup que j'ai retenues, c'est que d'une initiative qui voulait valoriser des compétences ou en tout cas des actions dans un secteur non formel ou non structurant, de la formation qu'on dirait informelle, on remarque que finalement, ça a bousculé, ça a contaminé la formation qu'on dirait formelle aujourd'hui pour la rendre plus flexible, plus souple, peut-être plus adaptée au marché du travail qui va rechercher davantage des aptitudes ou des compétences que des diplômes en tant que tels. Et donc, on remarque en tout cas cette mouvance-là est en route. J'ai retenu aussi les derniers points que disait Geoffroy, l'inclusion, l'équité, on l'a à peine abordé, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant sur cet aspect inclusion que pourrait, dans la valeur d'usage, apporter le badge. Et enfin, dans un monde où la concurrence sur le monde du travail est quand même très importante, la capacité de se personnaliser, de se différencier pour pouvoir mieux raconter qui je suis et mieux raconter ce dont je suis capable de faire à travers les preuves et les traces qui seraient encapsulées de manière sécurisée dans le badge sont encore des éléments que je trouve intéressants à laisser flâner dans l'esprit comme ça pour le reste de la journée. Alors, un grand merci à tout le monde. Eh bien, il me reste à vous dire merci, messieurs, et surtout d'avoir respecté le temps qui nous était imparti aujourd'hui. Merci, Robert Luke, de ton passage parmi nous. Merci, Maxime. Merci, Geoffroy, pour votre grande expertise très éclairante. Et merci aux observations tout à fait à point de Daniel et Olivier qui vont venir justement nous aider dans l'élaboration ou dans la rédaction de ce rapport d'études qui englobe plusieurs composants. Donc, justement, à ce titre-là, c'est un rappel que le troisième webinaire d'une série 4 aura lieu le vendredi midi, heure de l'Est, le vendredi 6 mai prochain. Là, on va regarder les modèles d'affaires dans le milieu associatif. C'est quoi les avantages d'une adhésion? Qu'est-ce que j'ai en freemium versus qu'est-ce que le premium peut m'offrir? Nous pouvons déjà ici vous annoncer en primeur les deux invités qui répondront aux questions d'Olivier et de Daniel, c'est-à-dire Hubert Lalande de l'Université d'Ottawa, qui a un parcours très soutenu, et Julie Pigeon, qui est directrice générale de l'association EdTech, qui regroupe des entreprises numériques en éducation au Québec. Donc, messieurs, merci beaucoup. Merci aux gens qui ont écouté, qui ont participé au clavardage. Encore une fois, on s'aperçoit qu'on pourrait en dire beaucoup, mais vous avez su, tout le monde, collectivement, incluant le clavardage, amener des points tout à fait pertinents par rapport à ce sujet qui nous interpelle de plus en plus. Donc, sur ce, je vous souhaite un bel après-midi et un beau printemps et on se revoit au mois de mai prochain. Au revoir tout le monde. Un grand merci, Jacques. Un grand merci à tout le monde. Bye. À tous.